à tous et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. La France, terre de l'évaluation. Pour certains enseignants, les enfants passeraient trop de temps à se préparer aux examens et pas assez à apprendre. Et le débat ne date pas d'hier. A contrario, Jean-Michel Blanquer lui a plutôt fortement encouragé la pratique. 2 nouvelles évaluations en CP, une en CE1, une en 6e et une en seconde. Mais à quoi servent ces évaluations? Et faut-il alors ou non diminuer leur nombre au primaire et au secondaire? On va poser toutes ces questions à notre invité, Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation, Édouard Geffray. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est dans notre culture d'évaluer fréquemment les élèves, c'est dans notre culture française. Alors, c'est pas que dans notre culture française. En revanche, c'est sans doute chez nous que ça fait le plus débat. Parce que dans beaucoup de pays européens, notamment les pays du Nord, mais pas que, l'évaluation, en fait, c'est perçu comme un processus parfaitement naturel. Tout simplement, c'est se renseigner pour mieux enseigner. Donc, c'est savoir où en est l'élève pour répondre au maximum à ses besoins et à ses compétences déjà acquises. Il se trouve que chez nous, il y a toujours cette crainte de la notation un peu entre guillemets bête et méchante qui du coup agite depuis longtemps un débat. Mais en fait, l'évaluation, c'est une bonne chose pour les enfants parce que derrière, mieux on les connaît, mieux on les forme. Faire un diagnostic, en gros, ce serait ça l'objectif principal, en tout cas, c'est ce que vous dites. L'objet même d'une évaluation, c'est de savoir si les compétences sont acquises ou pas acquises. Si on prend l'exemple que vous mentionniez des évaluations d'entrée en CP, elles sont désormais donc nationales et standardisées. Ça veut dire que tous les élèves de France qui rentrent en CP passent la même évaluation à peu près au même moment, à la même période de l'année. En fonction de ça, d'ailleurs, le professeur, il a la photographie de ses élèves. C'est-à-dire qu'il sait quel est l'élève qui va avoir besoin d'un peu plus d'aide, par exemple, pour écrire des nombres, pour les lire, pour reconnaître des sons. Et du coup, il va pouvoir adapter sa pédagogie en fonction du niveau réel de ses élèves, compétence par compétence. Est-ce que dans les faits, c'est réellement le cas? Est-ce que le professeur a le temps d'individualiser son enseignement? Je vais vous prendre un exemple très concret. On interroge les professeurs chaque année pour savoir si les évaluations leur ont été utiles ou pas. La première fois qu'on l'a fait, 19% des professeurs nous avaient dit que ça leur a permis de détecter des lacunes ou des fragilités qu'ils n'avaient pas détectées. Quand on l'a fait là en 2021, donc 4 ans plus tard, 55% des professeurs nous ont dit que ça leur avait permis de détecter des lacunes qu'ils n'auraient pas détectées autrement. Donc oui, c'est utile. Et c'est d'autant plus utile qu'une fois que c'est rentré dans les mœurs, en fait, d'une année sur l'autre, on commence aussi à avoir ses repères et du coup on sait où devrait être l'élève, on peut l'aider et puis bien sûr elle travaille avec les familles aussi puisque les familles pour elles c'est une façon aussi de savoir finalement comment elles peuvent accompagner leur enfant vers la réussite. Mais ça peut être source de stress également, justement je rebondis sur ce que vous dites pour ces familles. Mince, mon enfant il a autant de lacunes, enfin vous voyez si on sur les résultats sur des aussi petites classes CP, CE1, on peut très vite s'inquiéter pour la suite. Alors d'abord, il ne faut jamais s'inquiéter d'une évaluation. Et ensuite, surtout, ce n'est pas du tout une évaluation notée. C'est-à-dire ce qu'on vous dit, c'est pas... d'abord, le principe n'est pas que votre enfant doit tout savoir. Le principe est qu'on vous dit ce dans quoi il est très à l'aise et ce dans quoi il est un peu moins à l'aise. Et donc du coup, vous voyez par exemple, si votre enfant a par exemple des difficultés pour décompter les choses, c'est très facile. Le soir, quand on met la table, on compte les couverts. Et vous lui rendez service. Et ça, c'est absolument pas anxiogène, mais au contraire, ça apporte aussi des réponses à des questions que se posent les parents sur le thème qu'est-ce que je peux faire, comment ça se passe. Et là, de ce point de vue-là, on répond. Sur quelle matière portent exactement ces évaluations? Les fondamentaux, globalement, mathématiques, français? Alors, les évaluations nationales, oui, les évaluations nationales, effectivement, donc, qui sont en entrée de CP, au milieu du CP, en entrée de CE1 et en entrée de 6e, portent effectivement sur le français et les mathématiques. Pourquoi? Parce que ce sont les fondamentaux, c'est-à-dire que c'est un peu comme des Legos, ce sont les briques de base sur lesquelles vous ne pouvez rien faire. Pourquoi sont-elles standardisées, ces évaluations au niveau national? Certains professeurs pensent justement qu'elles seraient plus adaptées si elles étaient pensées et construites par eux, par les professeurs. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors d'abord, les professeurs, eux, ils évaluent leurs élèves régulièrement dans l'année. Et donc, effectivement, ils construisent des supports d'évaluation qui leur semblent les plus appropriés. Mais au bout d'un moment, c'est utile d'avoir une photographie de sa classe par rapport à d'autres systèmes de repères. Très concrètement, d'abord, ces évaluations, elles ont été travaillées avec le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Donc ce sont des gens qui, par définition, ont pu y consacrer énormément de temps. Ensuite, quand vous avez des évaluations de ce type-là, vous avez, vous, en tant que professeur, la photographie de votre classe, mais l'inspecteur d'éducation nationale a la photographie de l'école, par exemple. Et donc, du coup, ça permet aussi d'avoir des échanges entre professeurs et sur une base qui est commune. Parce qu'on peut toujours se dire, il faudrait qu'on travaille ensemble, mais si on n'a pas la même base d'évaluation,
on perd un peu en efficacité. Là, on a une base commune. Troisième aspect qui est secondaire mais important, ça nous donne aussi une photographie nationale du niveau de nos élèves. On a vécu ça avec le Covid. Au moment du Covid, il y a eu une période un peu, évidemment, comme chacun sait, compliquée, avec le confinement, etc. On a parlé d'une chute drastique du niveau des élèves. Alors drastique peut-être pas, mais en tout cas, il y a eu clairement il y a eu un petit artefact, il y a eu une chute l'année du confinement. Et on est le seul pays d'Europe qui a été en mesure d'évaluer l'impact du confinement sur ses élèves et par conséquent aussi d'avoir des remédiations pour reconstituer, si je puis dire, l'écart. Et dès la rentrée suivante, c'est la rentrée 2021, la dernière rentrée, on avait absorbé tout le choc qui avait été créé par le confinement et par le Covid. Ça, comment vous l'évaluez justement, cette résorption, absorption du choc? Et bien alors, chaque année, en fait, donc ce sont les mêmes compétences qui sont évaluées chaque année. Donc maintenant, on a 4 ans de recul. Et donc, on a des résultats avec un taux de maîtrise. On sait si les élèves maîtrisent à 80, 85%, 90%. Donc on a vu au moment du Covid, il y a eu une petite chute après le confinement, très clairement, à tous les niveaux. Et dès l'année d'après, on était revenus à des niveaux de maîtrise qui étaient identiques ou supérieurs. Oui, mais est-ce qu'on a comparé les mêmes qui avaient été évalués il y a un an et voir si eux-mêmes avaient absorbé et résorbé l'effet Covid? C'est ça qui sera intéressant. On n'a pas toujours pu comparer les mêmes puisque par définition, vous comparez une année par rapport à une autre. Donc vous comparez toujours des CP par rapport à des CP. Les CP qui ont cumulé des lacunes, voilà, ça on ne sait pas s'ils ont su les rattraper. On les avait vus en CE1. On les a vus entrer en CE1 et on a su que leurs camarades de CE1 l'année d'avant avaient fait moins bien. Et de la même façon, on a mesuré le niveau à l'entrée en 6e, comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui est important. Et ce qui est intéressant, c'est que le niveau d'entrée en 6e, en dépit du Covid, n'a pas cessé d'augmenter depuis 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on mesure les mêmes compétences. Ça fait 4 ans que chaque année, les élèves français grignotent, entre guillemets, un petit peu en niveau, aussi bien en français qu'en mathématiques. Vous parliez tout à l'heure de ce que font les professeurs finalement de ces résultats, comment ils accompagneront les élèves en fonction de leurs besoins. Au niveau national, justement, c'est ce que vous disiez. Que fait-on de ces résultats? Est-ce qu'on les transforme en réforme? Voilà, si on se rend compte qu'il y a de grosses lacunes sur le français, sur les mathématiques. Voilà, il y a l'aspect concret, terrain, les professeurs qui s'adaptent. Et puis, il y a l'aspect national, c'est ce que vous disiez. Que fait-on de ces résultats? Alors, qu'est-ce qu'on en ressort? Donc, premier élément, comme je vous le disais, ça vous donne une photographie au niveau national du niveau des élèves, mais ça permet aussi de mesurer les écarts et par conséquent les inégalités, notamment entre l'éducation prioritaire et les écoles hors éducation prioritaire. Prenons un exemple. Quand Jean-Michel Blanquer a décidé de dédoubler les CP et les CE1 en éducation prioritaire, il est donc parti sur CP et CE1. Au bout de 2 années d'évaluation, on s'est aperçu d'une chose, c'est que le niveau des élèves progressait entre le CP et le CE1, c'est-à-dire qu'on réduisait les écarts. Donc il y avait un effet CP dédoublé. Mais en revanche, l'écart à l'entrée était le même. Décision par la suite politique de dire on va dédoubler les grandes sections d'éducation prioritaire. C'est-à-dire qu'on va remonter en amont pour réduire les écarts. On l'a vu. Autrement, on n'aurait pas eu le moyen de le mesurer. Ça, on l'a vu, et donc on a pu agir. Deuxième exemple. On a aujourd'hui des élèves qui arrivent en 6e et qui ont des difficultés en fluence, c'est-à-dire la capacité à lire à la fois avec le ton, en maîtrisant le sens, la portée, etc. du texte, bref, ce qu'on appelle la fluence dans notre jargon. Eh bien ça, on en a donné pour la première fois une photographie assez exacte, c'est des choses dont on avait l'intuition, mais pas la mesure. Et bien mécaniquement, ça se fait par un travail pédagogique, là aussi en amont, avec les professeurs des écoles, autour des programmes, pour derrière améliorer les compétences et réduire les inégalités. À quel degré de difficulté se situent ces évaluations, notamment dans les petites classes? Est-ce qu'on est sur du niveau compliqué, très compliqué? Est-ce qu'on évalue véritablement les bases, finalement? Alors, en fait, on ne pense pas forcément les choses sur ce terme-là. C'est-à-dire que le sujet, pour nous, ce n'est pas compliqué ou très compliqué. Et d'ailleurs, il n'y a pas une gradation de complexité. C'est plutôt des questions dont on considère qu'elles peuvent... Enfin, il est intéressant de savoir... si les élèves les maîtrisent plus ou moins pour construire la suite. Vous voyez, c'est plutôt ça. Donc, on ne va pas penser, c'est pas par exemple la même chose qu'au lycée où on peut aller dans un degré de complexité très élevé. C'est pas ça. On cherche pas la complexité. On cherche à savoir finalement comment se positionne l'enfant par rapport à une compétence. Il y a certaines compétences où il peut être, moyennement à l'aise, et c'est tout à fait normal. Mais c'est intéressant pour nous de savoir qu'il est moyennement à l'aise. Il y a des compétences où il devrait plutôt être à l'aise, et où s'il l'est pas, ça nous permet de remédier après à ces difficultés. Que pensez-vous, c'est ce qu'on disait au début, des parents, des professeurs qui quand même pointent cette course à l'évaluation? Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui?
D'abord, c'est pas une course à évaluation, c'est une évaluation qui est ponctuelle, elle prend très peu de temps. En cumulé, en 2 ans, un enfant qui a fait son CP, son CE1, il a passé 2h30 maximum en évaluation nationale, sur l'ensemble de 2 ans de scolarité. Bon, donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que c'est utile à tout le monde. C'est utile aux professeurs, parce qu'ils voient, et je vous donnais les chiffres tout à l'heure sur ceux qui nous disent que ça leur est utile. C'est utile aux parents parce que du coup, ils peuvent savoir comment mieux accompagner leur enfant et puis tout simplement, ils comprennent ce qu'on fait à l'école, quel type de compétences aussi on recherche, etc. Et puis à la fin, et c'est l'essentiel quand même, c'est utile à l'enfant. Parce que à partir du moment où collectivement, on se met en situation de savoir comment on peut l'aider, et bien tout simplement, derrière, on lui permet d'avancer. Et quand on regarde les réductions d'inégalités qu'on constate en CP, en CE1 ou en 6e, je peux vous garantir que si on est sensible à la question, on trouve que ça sert à quelque chose. Je reviens quand même sur ce constat. En CM2, ils sont nombreux à ne pas avoir acquis les fondamentaux. C'est-à-dire qu'on les a évalués en CP, on les a évalués en CE1. Ils arrivent à la fin du primaire, ils sont nombreux à ne pas avoir acquis ces fondamentaux. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, là-dessus, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, comme je vous le disais, les résultats d'entrée en 6e sont chaque année meilleurs. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, deuxième élément qui est important aussi, évaluer, c'est pas enseigner. On a des professeurs qui dédient leur vie à la formation de leurs élèves, c'est grâce à eux que leurs élèves progressent. Évaluer, c'est simplement poser des jalons, c'est savoir ce qui se passe et ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, ou ce sur quoi nos élèves ont des besoins. À partir du moment où on constate qu'il y a effectivement, éventuellement, un peu des fragilités ou des points de progression collectifs, à ce moment-là, on peut retravailler sur toute la chaîne amont. C'est pour ça qu'on observe que les résultats en 6e augmentent, c'est parce qu'on a retravaillé tout l'amont. Alors, il y a un point qui va être intéressant, c'est que à la rentrée 2022, les prochaines évaluations, les élèves qui vont passer les évaluations de 6e seront les premiers à avoir bénéficié des CP, des CE1, des doublés il y a 5 ans. Parce que bien sûr, il y a des effets de cohorte. Et donc, on va voir si sur la longue période, ces résultats seront et ça va être une vraie clé de lecture pour savoir si en fait il y a eu un effet d'entraînement. On le subodore empiriquement, parce que quand on va dans les classes, on le voit. C'est la première fois qu'on pourra le mesurer. Mais vous voyez, comme on est sur des effets de cohorte, parce qu'on, par définition, on suit un élève sur sa scolarité, eh bien, c'est difficile de déterminer quel est le bon moment. Enfin, il n'y a jamais un seul verrou ou une seule clé. Mais quand on travaille tout au long de sa scolarité, on arrive évidemment à faire bouger les lignes. Merci beaucoup, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Édouard Geffray d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, je le rappelle, vous êtes directeur général de l'enseignement scolaire. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Je fais un petit bonjour à Com Dubois qui vient de rejoindre l'aventure Smart Éducation. Voilà, je vous dis à très vite.